Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je viens vous parler de mes lectures, les dernières lectures que j'ai fait fin février puis à peu près tout le mois de mars. Voilà, je vais vous parler de mes lectures de fin février, début mars. Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. J'ai 5 livres à vous présenter, donc on va commencer tout de suite avec cette première lecture qui est, surprise, Le Prince Cruel d'Holly Black, publié chez Rajo. Et ça tombe plutôt bien parce que je crois que la suite sort bientôt, je crois qu'elle sort ce mois-ci, et j'ai super hâte de la lire parce que j'ai adoré ce bouquin. J'ai eu un énorme coup de cœur. Dans ce récit, on va suivre Jude qui a été enlevée quand elle était petite par une fée, un fée, on dit plutôt un fée, oui un fée, avec ses deux sœurs et qui depuis a été élevée dans le monde des fées. Pour une humaine, c'est pas tous les jours facile et ça l'est d'autant moins que Jude s'est attiré les foudres d'une des personnes dont il ne faut pas s'attirer les foudres, à savoir le prince Cardan, un des héritiers de la couronne. Mais Jude est prête à tout on la refait, Jude est prête à tout pour mériter sa place à la cour et surtout appartenir à ce monde. Voilà, pour faire très simple. Holly Black, c'est celle qui a écrit les chroniques de Spiderwick, et quand j'étais gamine, j'avais le gros intégral des chroniques de Spiderwick et j'ai adoré ces bouquins, vraiment. J'ai adoré la façon dont c'était écrit, la façon dont on plongeait dedans et les personnages. J'avais vraiment surkiffé ce bouquin, et sur le moment j'ai pas du tout fait le rapprochement, et c'est je crois en lisant, ça doit être écrit je crois dans le... il doit y avoir un petit point sur l'autrice, et c'est là que j'ai capté en fait. Ben, je le trouve pas évidemment, mais peut-être pas. En fait, il y a peut-être pas du tout de... Ah si. Oui, voilà, c'est ça. C'est en lisant dedans en fait que j'ai capté que c'était cette même autrice, et où je me suis dit ah ouais, bah dis donc, trop fort. Et du coup, je me suis lancée sans trop de peine et sans trop de mal dans ce bouquin en me disant que de toute façon, je l'ai forcément aimé. Accessoirement, c'est un bouquin qui a fait couler énormément d'encre, qui a fait parler énormément de booktubeurs, de bookstagrammeurs, enfin voilà, ou même de blogueurs. C'est un bouquin qu'on a vu passer partout. Tout le monde était trop content quand il est sorti en VF. D'ailleurs, je l'ai acheté assez rapidement et ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire. Et j'ai beaucoup aimé. Je trouve que l'univers, il est vraiment très bien mené. Les personnages sont très touchants. Jude, je l'ai vraiment adoré. Et putain, les intrigues de cours, mais moi j'aime trop, vraiment, surtout quand c'est des cours pas humaines en fait, parce que des cours humaines, je trouve ça moins fun. Mais là, en l'occurrence, franchement, je trouve ça super bien foutu. Jude, elle est hyper intelligente, elle a ce côté très... comment on appelle ça? J'allais dire manipulateur, il y a un peu de ça, mais c'était pas du tout ça le mot que je voulais utiliser quand même. Stratège. Elle est hyper stratège et elle a toujours 3 coups d'avance en fait, même si ça paraît pas comme ça. De la fin, j'étais bluffée parce que je m'attendais pas du tout à cette fin là, et j'ai beaucoup aimé ça. Le prince Cardan, je l'apprécie de plus en plus à mesure que le temps passe, parce qu'au début je le détestais, puis finalement au fur et à mesure voilà, on apprend un peu plus à connaître le personnage. J'ai cru comprendre que c'était un... Attends, comment on appelle ça? Enemies to lover, bref, des personnes qui se détestent au début puis qui finalement deviennent amoureux. J'avoue qu'au fur et à mesure, plus le temps passait, plus j'avais du mal à voir à quel moment ils allaient pouvoir en venir à s'apprécier, parce qu'ils se détestent vraiment cordialement, donc j'avais du mal à le voir venir. Et puis finalement, au fur et à mesure, on se dit ouais, bah écoute, pourquoi pas, on va voir quoi. Et franchement, j'ai adoré ce bouquin. Il y a eu un moment où j'étais vraiment passée... Je pense passer les 150 premières pages, j'étais vraiment à fond dedans et j'avais énormément de mal à le lâcher. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à en dire en fait, parce que c'est vraiment une très bonne lecture et j'ai tellement peur de spoiler, parce que je sais que sans le vouloir, je suis tout à fait le genre de conne à faire ça. Comment dire ? Il y a de l'action tout le temps, on ne s'ennuie pas, l'univers est dingue, les personnages sont hyper intéressants, hyper intelligents et bien amenés, la plume elle est fabuleuse et la traduction est très bonne pour le coup. Non, c'est vraiment un livre qu'il faut lire, voilà, c'est tout. Si vous aimez la fantasy, si vous aimez les univers avec des fées, avec une cour de fées, si vous aimez les intrigues de cour, si vous aimez les intrigues qui vous prennent un petit peu de cours aussi d'ailleurs, et bien n'hésitez pas à y foncer, parce que c'est un très bon roman et c'est une très bonne lecture et j'ai super hâte de lire la suite. Voilà. Je devrais être aussi efficace. Bim bam boum, hop, 3-4 mots, fin de l'histoire. Ce serait très bien ça. Bref. Le second roman dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Toutes ces choses qu'on n'a jamais faites de Kristan Higgins, publié chez HarperCollins en poche. C'est un récit dans lequel nous allons suivre
trois jeunes filles, Emerson, Georgia et Marley. Quand elles avaient, enfin jeunes femmes du coup, hein, quand elles avaient 17-18 ans, elles se sont retrouvées dans un clan pour obèses, un camp de vacances pour obèses, et elles ont fait une liste de toutes ces choses qu'elles feraient quand elles seraient minces. Des années plus tard, Emerson est gravement malade et avant de mourir, elle va léguer une liste à ses deux meilleures amies, elle va léguer cette liste plutôt à ses deux meilleures amies en leur demandant tout simplement de réaliser toutes ces choses-là. Voilà. C'est un récit qui commence, du coup, on est un peu tristou hein, en commençant ce récit parce que c'est vrai que la mort d'une amie c'est jamais facile et c'est un récit qu'on lit avec 2-3 larmouillettes de versets mais surtout avec beaucoup de baume au cœur. Les personnages sont vraiment hyper touchants. J'ai passé un très bon moment, j'ai souri, j'ai ri, enfin Kristen Higgins c'est l'effet qu'elle me fait tout le temps, elle fait du bien et en même temps c'était des sujets pas toujours faciles non plus, hein. Il est question de deuil, il est question de, du coup de mort, hein. Il est question, on a notamment des personnages qui ont des problèmes avec leur famille, il y a à un moment donné il est question, on nous parle d'inceste. Il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées dans ce récit. Le fait de suivre deux personnages. On a également des extraits du journal intime d'Emerson. Voilà, le fait de suivre plusieurs personnages, ça fait qu'on a plusieurs histoires en parallèle. À chaque fois, j'avais un moment où je me disais « Ah, je préfère elle. Ah, puis finalement, non. » Et en fait, au final, je les ai autant aimées l'une que l'autre. J'ai autant aimé leurs deux histoires, que ce soit celle de Georgia ou celle de Marley. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant l'un comme l'autre. C'est des récits dans lesquels il y a de la romance aussi. Voilà, et c'était pas désagréable à lire. Et puis c'était une jolie petite histoire, bien sympathique. Je sais pas trop quoi vous en dire de plus. Éventuellement, je peux souligner le fait qu'il y a 2-3 fois où je trouve que la façon dont certaines phrases sont tournées, je trouvais que ça tournait un petit peu à la grossophobie. Après, sachant que ça venait de deux personnages qui s'auto-dénigrent. Je trouvais que c'était cohérent avec leur manière de penser, mais c'est vrai qu'il y avait 2-3 fois des choses où j'avais un petit peu de mal avec et où je me disais, c'est un peu limite, non? Enfin, je sais pas. Après, je ne sais pas. C'est pas une thématique que je connais par cœur non plus, mais moi, je sais qu'il y a eu 2-3 fois où ça m'a un peu titillé et où je me suis dit qu'il y avait des propos qui étaient peut-être un petit peu blessants et pas forcément amenés de manière très subtile ou très... Après, en même temps, c'était cohérent avec l'histoire, donc ça passait, mais je trouvais qu'il y avait 2-3 fois où c'était peut-être un petit peu limite. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous avez ressenti la même chose que moi, et si parfois certains passages, vous vous êtes dit, ouais, c'est pas top dit comme ça, quoi. Parce que c'est vraiment l'effet, il y avait des fois, j'ai eu des petits moments genre, ouais, quand même, enfin, ouais. Mais voilà, à côté de ça, c'est une lecture qui était super sympa et qui m'a mis du baume au cœur, qui m'a fait du bien. Je l'ai lu à un moment donné où ça n'allait pas du tout, vraiment, et quand je l'ai commencé et que j'ai dit à mon frère ce qu'il racontait, il m'a dit c'est peut-être pas le truc le plus fut de le lire maintenant, quoi. Et c'est vrai qu'au début c'était pas facile, mais c'était des sujets qui étaient complètement opposés à ce que je vivais à ce moment-là, donc ça passait et ça me faisait penser à autre chose. Et globalement j'ai passé un bon moment de lecture et c'est une lecture que je vous conseille. C'est pas mon Kristen Higgins préféré, j'en ai pas lu tant que ça non plus, je dis ça comme si j'en avais lu 10 000, j'ai dû en lire 3 ou 4, mais voilà. Mais en tout cas, c'en est un qui vaut le détour et que personnellement j'ai beaucoup apprécié et encore une fois j'ai beaucoup aimé les personnages. C'est vraiment le type de récit feel good et en même temps qui parle de sujets parfois difficiles que je peux que vous conseiller de lire. Voilà. Ensuite... Ah oui, je les attrape comme ça, comme si je savais pas ce que j'allais vous présenter alors que j'ai préparé la vidéo juste avant, hein. J'ai lu le tome 3 de Grisha, L'Oiseau de Feu, publié chez le Livre de Poche et écrit par Leigh Bardugo. Dans la vidéo précédente, je vous parlais de ma lecture du tome 2 qui était plutôt bonne et là je dois dire qu'on atteint l'apothéose avec ce tome 3 que j'ai trouvé génial et que j'ai adoré d'un bout à l'autre. Autant dans les tomes précédents, il y avait toujours cette espèce d'effet de longueur qui me gonflait prodigieusement, autant ici, je l'ai pas ressenti. Est-ce que c'était parce que c'était la fin, parce que les choses s'accéléraient, parce qu'il se passait toujours quelque chose et que même dans les moments un peu lents, j'avais l'impression qu'il y avait du contenu? Est-ce que c'était juste parce que, à un moment donné, on est attaché au personnage, donc même si c'est lent, ça nous dérange pas? Je ne sais pas, mais en attendant, c'est un sentiment que je n'ai pas du tout connu pendant cette lecture du tome 3. Et j'ai adoré, encore une fois, ce ce troisième volume. Je trouve qu'Alina, elle atteint vraiment son paroxysme dans cette... dans ce volume, voilà.
Ce tome 3, il nous permet vraiment de découvrir une Alina qui se revendique comme ce qu'elle est, l'invocatrice de lumière, et qui sait les sacrifices qu'il faut qu'elle fasse, qui est prête à les faire et qui n'a plus peur de les faire. Je trouve que c'est un peu le cas de tous les personnages, ils se dévoilent complètement dans ce dernier tome. Le tome 2 servait vraiment de transition, on les voyait passer de, par exemple Alina, de petite fille apeurée qui a jamais rien eu dans la vie à invocatrice de lumière, telle qu'on la découvre dans ce tome 3. Voilà, elle se revendique même en tant que sainte parfois. Non vraiment, je l'ai vraiment redécouverte et j'ai vraiment adoré. Et ce que j'ai vraiment le plus aimé au final dans cette saga, c'est cette évolution du personnage. On a vraiment un personnage qui est très moi qui m'a semblé même limite antipathique parfois, et qui va petit à petit se dévoiler, qui va se laisser apprivoiser par son pouvoir et par aussi la mission que ça engendre chez elle. Et dans le tome 2, en fait, on la voyait assumer qui elle était et assumer le fait qu'elle avait une mission, qu'elle pouvait pas juste comme ça rester les bras croisés à attendre que ça se passe et à se planquer. Et dans ce tome 3, c'est encore plus vrai. Et on la voit se battre pour pouvoir mener à bien sa mission. On la voit mener des batailles. On la voit mener une armée, lever cette armée et avoir envie de la lever, envie de se battre, quoi, tout simplement. Et moi, ça, j'ai adoré parce que cette Alina battante qui était prête à dire adieu à la vie qu'elle espérait, la vie qu'elle voulait avec son petit copain, là, et puis c'est tout, fin de l'histoire. Enfin voilà, la vie... la vie qu'elle envisageait à l'avenir, enfin plutôt avant, plutôt, c'est peut-être mieux qu'à l'avenir. Enfin comment dire, qu'elle envisageait pour l'avenir, mais avant. Bon, ça ne veut rien dire. Bref, vous avez compris le délire, quoi. Moi, j'ai aimé cette Alina-là, j'ai aimé je l'ai redécouverte au fur et à mesure de l'avancée de la saga, et je trouve que c'est le plus important. Avoir un personnage qui, au début... Enfin, je trouve vraiment que c'est bien fait en fait, parce qu'on a vraiment une montée en puissance du personnage, tant par ses pouvoirs que par ses ambitions et par ce qu'elle dégage, je trouve. Et j'ai adoré ça, et encore une fois, c'était vraiment une saga que j'ai bien aimée, et je suis vraiment contente de l'avoir lu, malgré le tome 1 où j'étais vraiment plus que mitigée, et où je me disais putain mais si l'univers n'était pas aussi bien, je m'arrêterais là quoi, vraiment. Mais du coup, aucun regret, parce que du coup, ça m'a lancé pour ma lecture suivante, hein, bien évidemment. Et j'ai relu le tome 1 de Six of Crows, toujours de Libre du Goût, du coup publié chez Milan. Dans ce récit, donc c'est dans le même univers et ça se passe après donc la guerre civile à Ravka. On se retrouve à Kerch, qui est une petite île pas très loin d'ailleurs de Ravka, de mémoire c'est au large de Ravka, ce n'est pas bien loin. Et nous allons y retrouver une petite bande de hors-la-loi qui va préparer le plus gros coup de leur carrière. Et ce, même s'ils ne sont pas du tout certains de ressortir en vie. C'est une relecture, je vais pas m'étendre du coup 10 ans sur le sujet parce que j'ai pensé exactement la même chose de ce tome 1 la première fois que je l'ai lu. Voilà, je l'ai adoré. Et les personnages sont formidables et superbement bien écrits. L'intrigue est top, j'ai adoré, je trouve que... J'ai vraiment beaucoup de sympathie pour les récits, les films, les personnages intelligents. Et avec quand les personnages ont toujours 3 coups d'avance, tu vois, sur le truc. Voilà, qu'ils sont toujours hyper intelligents et qu'ils ont toujours 3 coups d'avance. J'adore. J'adore ça. Et Kaz, c'est ce genre de personnage. Il a toujours 10 coups d'avance sur tout le monde, et même quand il se fait avoir, il trouve toujours le moyen de rebondir sur ses pattes. C'est impressionnant pour un putain d'infirme qui a un genou en vrac. Mais il est vraiment formidable pour ça. Et tous les personnages sont super bien choisis, super bien dépeints, ils sont hyper intéressants. Et je les adore, voilà. Cette petite bande de hors-la-loi, on a envie d'en faire partie, on a envie de partir faire les 400 coups avec eux, et je les ai beaucoup aimés parce que c'est des anti-héros déjà, et rien que pour ça, c'est génial parce que s'attacher à des anti-héros, c'est pas toujours facile, voilà. Et j'aime beaucoup cette façon qu'a le roman de nuancer la notion de bien et celle de mal. À aucun moment on peut dire que ce sont des gens bien, et en même temps ils agissent pour le bien commun, et pour l'argent aussi, beaucoup pour l'argent mais quand même, et c'est quelque chose que j'adore. Et c'est une saga que je vous conseille. Mais du coup, maintenant que j'ai lu Grisha, je vous conseille quand même de lire Grisha avant, c'est plus sympa et ça vous évite de vous spoiler. Voilà, parce que moi dans Grisha, du coup, je savais que certains personnages étaient encore en vie parce que on en entend parler dans Six of Crows, voire même on les croise pour certains, voilà, donc... voilà, je vous conseille vraiment de lire Grisha avant, surtout que ça se passe avant, donc c'est mieux comme ça, voilà. Ensuite, parce qu'on va pas parler 10 ans des mêmes livres,
Je terminerai cette vidéo avec 9 parfaits étrangers de Liane Moriarty publié chez le Livre de Poche. Il s'agit du dernier roman de Liane Moriarty sorti en poche. Et pas le dernier sorti puisque le dernier sorti il est là et c'est 3 vœux que j'ai lu également. Bref. 9 parfaits étrangers va nous raconter l'histoire de 9 personnes qui vont se retrouver dans un centre de bien-être. 9 personnes qui ne se connaissent pas du tout. En soi, dans les 9, il y en a qui se connaissent puisqu'il y a une famille, il y a un couple... Enfin voilà, mais en soi, les uns avec les autres, ils ne se connaissent pas tous nécessairement et ils vont donc se retrouver dans ce centre de... comment on appelle ça? Centre de bien-être, voilà. Et ils vont se rendre compte qu'il se passe des choses pas toujours très nettes dans ce centre de bien-être, entre méditation, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils jeûnent aussi beaucoup, voilà. Ils vont se rendre compte que, voilà, tout se passe pas forcément comme dans un centre de bien-être normal, hein, on va dire ça comme ça. C'est loin d'être mon Liane Moriarty préféré, mais par contre j'ai bien chialé à la fin. Genre vraiment bien chialé à la fin. Je sais pas pourquoi plus que ça, mais voilà. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'on suit plusieurs personnages, et ça c'est plutôt sympa, voilà, j'aime toujours autant, voilà. Et c'est tous des personnages qui ont des... comment dire? Bon, disons que c'est pas les personnages les plus heureux du monde et c'est pas les personnages qui ont la vie la plus facile du monde. Ils ont tous des choses qui leur sont arrivées, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont stressés, ils sont pas bien, voilà, ils se retrouvent tous dans ce centre. Et on va suivre principalement d'ailleurs ceux qui ont un certain passé. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que c'est des personnages qui ont rien en commun et les suivre. Enfin, c'était très drôle d'ailleurs de les voir, enfin de les suivre parce que d'un chapitre à l'autre ils peuvent nous parler des autres personnages autour d'eux et j'ai beaucoup aimé ce côté-là, c'était assez drôle à dire vrai et c'était assez sympa. À côté de ça, c'est un peu lent, il se passe pas grand chose à part à la fin, et même à la fin c'est un peu lent aussi. Même si j'aime beaucoup la notion de secret qui est toujours très bien développée chez Liane Moriarty puisqu'elle en a vraiment fait son beurre, hein, concrètement. Comment vous citez Petit secret, grand mensonge, il est où l'autre? Le secret du mari, enfin bref, c'est des bouquins qui tournent vraiment autour de la notion de secret, la notion de mensonge à chaque fois. Un peu beaucoup à la folie, c'est pareil. L'autre, c'est quoi? À la recherche d'Alice Love, c'est pareil. C'est que des... c'est sa marque de fabrique. Elle joue aussi beaucoup sur les liens de parenté, les liens, notamment les liens entre les frangins. Enfin, surtout les frangines d'ailleurs. Avec 3 vœux. Pas pareil, oui, 3 vœux, je l'oubliais, mais voilà, c'est toujours la notion de secret, les gens qui se cachent des choses, qui se disent pas tout, comment dire, qui se connaissent pas si bien que ça. Là, la différence, c'était vraiment des gens qui ne se connaissaient pas de base. Encore une fois, il y a toujours une dimension de secret, il y a toujours une dimension de choses qui ne se disent pas, et petit à petit, justement, les personnages qui se... comment dire, qui s'ouvrent les uns aux autres, et c'est cette notion de secret qui explose, de discussion, qui crée, un peu le revirement du récit. Ça me fait penser à, comment ça s'appelle, un peu beaucoup à la folie, où justement je crois que c'est un peu ça l'histoire, c'est un espèce de... Il s'est passé un truc à un moment précis, on essaie de... Tout le récit, on essaie de savoir ce qui s'est passé à ce moment-là. Et je trouve qu'il y a un peu de ça aussi là-dedans, c'est des personnes qui avaient... qui en soi sont des personnes lambda, et il se passe un truc dans leur vie qui fait qu'aujourd'hui elles sont là, et on va essayer de creuser sur ce truc-là. Et ça c'est plutôt intéressant. Voilà. Après, c'était pas foufou non plus, hein, voilà. Après, j'apprécie toujours la plume de Liane Moriarty, donc on va dire que ça se lit bien. Mais je trouve que comparé à ces autres bouquins où je me suis vraiment laissée entraîner dedans, celui-là, il était un peu moyen, et il était vachement long pour pas grand-chose, en fait, au final. Parce que... Ouais, je crois que c'est le plus long, hein. Avec... Ah, quoique, il y a celui-là qui est très long aussi, qui est chiant d'ailleurs un peu. Mais je pense que c'est quand même son plus long, et honnêtement, bah, voilà, je pense pas que ça vaut autant de pages. Mais plutôt sympa quand même, voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. D'ailleurs c'est assez drôle parce que dans la vidéo précédente c'est aussi un truc, une couverture bleue que j'ai pas aimé. C'est la pire analyse de l'univers, mais bref, vous avez compris un peu le délire. Bref, tout ça pour dire que j'ai moyen aimé ce bouquin, mais par contre les autres c'était des super découvertes, et d'ailleurs quasiment que des coups de cœur, donc je vous les conseille. Je vous conseille d'ailleurs toutes ces lectures parce qu'elles étaient plutôt sympatoches. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si certains livres, vous les avez lus sur No Witches, The Wet Pill à lire, machin, truc bidule, enfin vous connaissez la rengaine, n'hésitez pas à venir m'en parler par ici ou sur mes réseaux qui seront également dans la barre d'infos. Je vous laisse sur ces petits mots. Lisez bien, lisez beaucoup, faites-vous plaisir avec tous les bouquins du monde. Je vous fais de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!